Vous écoutez RIG sur le 90.7. Tout de suite, votre magazine Santé et Société. Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette édition de Santé et Société. Eh bien, nous allons parler de santé mentale. C'est une grande cause nationale en cette année 2025. Et nous remercions le Centre Charles Perrins d'avoir accepté de réaliser avec nous une série d'émissions. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un sujet relativement grave. Le suicide est un phénomène complexe qui résulte de l'interaction de nombreux facteurs. Ses déterminants biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux sont de mieux en mieux connus. Le suicide représente en France près de 10 000 décès par an, soit 3 fois plus de décès que les accidents de la route. Pour parler avec nous de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le docteur Giron. Bonjour docteur Giron. Bonjour. Alors docteur, vous êtes docteur donc au centre Charles Perrins. Vous me dites si je dis des bêtises. Hein, Non, tout à fait. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par faire un état des lieux du taux de suicide en France. Quel constat est-ce qu'on doit dresser à l'heure actuelle? Quelle évolution ces dernières années? Alors, le suicide en France, comme vous l'avez très bien dit, c'est près de 10 000 morts par an. C'est beaucoup, c'est trop. C'est 3 fois plus que les accidents de la route. C'est un constat le constat que l'on fait ces dernières années, c'est que c'est un chiffre qui a tendance à baisser de façon régulière depuis plus de 20 ans, 30 ans maintenant, même si on peut nuancer les choses sur les 2-3 dernières années, mais on va en parler. C'est un chiffre qui n'est pas qui est assez préoccupant quand on se compare par rapport à nos voisins européens qui ont des données de décès par suicide qui sont meilleures, même si l'adjectif est peut-être pas très très heureux. On est un pays particulièrement impacté par le suicide en France. Face à cela, le constat qu'on fait, c'est que ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années qu'il y a des efforts en termes de santé publique et de politique publique qui sont faits en faveur de la réduction du nombre de suicides et de tentatives de suicide. Peut-être que ça contribue à cette baisse continue. Et ça fait aussi que depuis quelques années, on s'intéresse de plus près à ce phénomène, et c'est peut-être en partie ce qui explique que cette baisse, elle a tendance là depuis 2-3 ans à s'amortir. On ne constate plus de baisse, mais voilà, c'est sujet à caution, c'est sujet à caution et à interprétation pour le moment. Alors, quels sont les facteurs clés qu'on peut donner qui donc font que cette évolution est relativement stable ou à la baisse depuis quelques années? Alors, comme je le disais, c'est sans doute l'effet des politiques publiques et du nombre d'initiatives qui ont été faites sur le terrain et au niveau central par les ministères successifs pour agir sur le suicide, puisque c'est une cause de mortalité qui est évitable, avec une série d'actions. On peut réduire le nombre de suicides. Encore faut-il savoir comment agir, où agir, et agir efficacement, agir en synergie, puisque c'est multifactoriel le suicide, et on ne peut pas, en ayant une seule action, avoir une efficacité. C'est pas comme le parallèle avec les accidents de la route. Moi, je l'aime bien parce que quand on fait de la prévention routière, il suffit de réduire, il suffit de mettre la ceinture de sécurité et on réduit le nombre de suicides. Ça a été rendu obligatoire il y a maintenant de nombreuses années, et on a vu le nombre de suicides, le nombre d'accidents de la route, de décès par accident de la route, d'un coup fortement diminuer. Pour donc ce qui est la ceinture de sécurité, ce serait quoi alors? Justement, il n'y a pas quand il s'agit du suicide, c'est vraiment une interaction tellement complexe entre différents facteurs qu'il y a
Il n'y a pas d'éléments qui sont aussi puissants que de mettre une ceinture de sécurité pour réduire les décès sur les accidents de la route. On sait que c'est la contribution de nombreux facteurs de vulnérabilité, de nombreux stresseurs environnementaux qui pour certains sont évitables et d'autres non, des conditions socio-économiques, de l'isolement, de l'accès aux moyens létaux. Ça on oublie, mais en France il y a quand même plus de 20% des foyers qui ont des armes à feu. Alors la plupart du temps c'est pour la chasse, et parfois c'était pour la chasse, mais il n'y a plus de chasseurs à la maison, mais il y a toujours le fusil. Et ça reste quand même quelque chose sur lequel agir pourrait réduire le nombre d'armes à feu à domicile, a montré son efficacité dans certains pays. D'accord. Vous parlez de différents facteurs. Est-ce qu'il y a des milieux qui vont être particulièrement qui vont influencer ces pensées de suicide ou même le fait de passer à l'acte? Je pense notamment au milieu professionnel, milieu scolaire, cercle familial. Est-ce qu'il y a des milieux qui sont plus propices que d'autres? Alors on sait qu'il y a des facteurs de risque. En fait, des facteurs de risque de rencontrer une crise suicidaire, de faire une crise suicidaire, tout ce qui va provoquer de la détresse psychique, du désespoir. Donc il y a des milieux qui sont plus exposés à ça. On sait que le harcèlement, c'est quelque chose qui peut provoquer, qui est un facteur de risque de souffrance psychique, de détresse psychique et éventuellement d'idées suicidaires. Le harcèlement, être victime de violence, de maltraitance, être victime de carence, c'est-à-dire ne pas avoir l'aide et l'assistance à laquelle dont on a besoin, avoir un mauvais accès aux soins, c'est un facteur de risque. Des personnes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être prises en charge pour une pathologie psychique, psychologique ou physique, et qui n'ont pas accès, qui ont des difficultés d'accès. L'isolement de façon générale. Donc vous imaginez qu'il y a des populations, des métiers qui sont plus exposés à ça, à l'isolement, à l'éloignement avec les réseaux d'aide, les réseaux de soutien, les réseaux de soins. Alors, est-ce qu'on est tous égaux par rapport au suicide, ou alors il y a des populations qui sont plus mauvais choix de mots, mais qui ont plus de risques de développer ces pensées noires? Alors oui, nous on sait très bien identifier les populations à risque, c'est-à-dire quelles sont les populations parmi lesquelles il y a beaucoup plus de risques qu'une tentative de suicide ou un suicide survienne. Mais savoir identifier une population à risque, c'est une chose bien différente que d'identifier une personne à risque. Le risque à l'échelon individuel, prédire à l'échelon individuel qui va faire une tentative de suicide et qui n'en fera pas, c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire, on est à peine meilleur qu'une pièce, qu'un pile ou face à l'échelon individuel. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Mais ça veut dire que on ne peut pas avoir une stratégie qui est uniquement basée sur la prédiction de il va se passer quelque chose ou il se passera rien. C'est autrement que ça va se jouer. On va se dire là, on est dans une situation à risque. On va pas être capable de dire on est sûr qu'il va se passer quelque chose ou on est sûr qu'il se passera rien, parce que ça on sait pas. Mais on va prendre en charge comme si parce que le but c'est d'éviter le suicide, mais c'est d'abord de réduire la souffrance de la personne. C'est uniquement la réduction de la souffrance de la personne et l'aider à reprendre de l'espoir qui va permettre que la crise suicidaire s'éloigne. Alors, quelques années ont passé, mais est-ce que la période Covid, alors je pense notamment aux différents confinements que la population, qu'on a tous subis, est-ce que cette période Covid a été cruciale en matière de suicide? Est-ce que ça a joué le rôle d'un catalyseur? C'est ce qu'on craignait quand on a été soumis au confinement en mars 2020. On était dans une situation absolument insolite. On se retrouvait tous enfermés chez nous à rien pouvoir faire. En termes de stress psychique, on se doutait, c'est majeur. On a dû s'adapter à quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. Donc on a craint vraiment qu'il y ait une épidémie de suicide et on a surveillé ça de très près. Et on n'a pas vu, en tout cas pendant les périodes de confinement, on n'a pas vu cette vague qu'on attendait. On l'a jamais vu arriver. À prendre avec des pincettes, parce que pendant l'année 2020 et les deux confinements qu'on a eu, les gens qui ont fait un AVC ne sont pas arrivés aux urgences non plus. Enfin voilà, on a eu
des passages aux urgences qui ne sont pas arrivés alors qu'il y a eu moins de passages aux urgences pour AVC en 2020. Ça veut pas dire qu'il y a eu moins d'AVC en 2020. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont restés chez eux avec des pathologies graves. Est-ce qu'il peut y avoir un effet à rebours? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir les séquelles de justement ces confinements? On sait pas. On sait pas. On sait que, enfin, le monde a changé après ce confinement. Enfin, il y a quand même des choses qui se sont démocratisées et qui sont rentrées dans les mœurs, alors qu'avant c'était inenvisageable. Enfin, le télétravail c'était marginal avant 2020. C'est vrai. Les réunions en visio, les réunions en distanciel, c'était marginal aussi. C'était réservé à des grosses boîtes qui faisaient ça sur le multinational. Sinon, il fallait se retrouver dans la même pièce pour causer. C'était pas possible autrement. Donc tout ça, il y a eu une évolution et il a fallu s'adapter à cette évolution. Et comme toute évolution, ça laisse potentiellement des gens sur le carreau. Il y a des gens qui sont capables de s'adapter, qui ont les moyens de s'adapter, et des gens qui ont moins les moyens. Donc, quel est l'impact? Et bon, l'impact, s'il existe, il est modéré. Hein, c'est pas. Ça se comporte pas comme une lame de fond qui va entraîner un effet majeur, mais sans doute qu'il y a un impact modéré. On sait que c'est à peu près à ce moment-là, depuis le Covid, après le Covid, qu'on a vu que le nombre de suicides avait tendance, en France en tout cas, avait tendance à stagner au lieu de continuer à baisser comme on l'avait vu ces dernières décennies, et particulièrement les conduites suicidaires qui ont augmenté là pour le coup chez les jeunes et en particulier chez les jeunes femmes, mais jeunes ça peut être très jeune, 10, 24, 25 ans. Donc ça, on s'est dit, est-ce que c'est pas l'effet du Covid? En y regardant de plus près, il faut pondérer cela parce que en fait les premiers indicateurs de dégradation de la santé mentale chez les jeunes, ils étaient observables avant 2019. Hein, donc on était avant le Covid. Avant le Covid, ouais. Avant le Covid déjà on avait des signes de dégradation de la santé mentale chez les jeunes. Moi je sais pas l'expliquer, je sais pas si les spécialistes de la pédopsychiatrie savent l'expliquer cette dégradation. Ils vont sans doute dire que c'est multifactoriel. Mais quels sont les facteurs les plus déterminants? J'en sais rien. Mais en tout cas, on peut pas aujourd'hui tout mettre sur le dos du Covid. Ce serait beaucoup trop réducteur et scientifiquement faux. Alors, on va rester avec nous parce qu'on va continuer à traiter de ce sujet dans quelques instants. On va parler cette fois-ci du sujet tabou, puisque il reste relativement tabou dans notre société, que ce soit dans le cercle professionnel, familial ou même dans le cercle amical. Toujours à l'écoute d'RIG Santé et Société se poursuit. Nous sommes toujours avec notre invité, le docteur Giron, du centre Charles Perrins, avec qui nous allons réaliser une série d'émissions sur la santé mentale. Je vous rappelle que la santé mentale est donc cause nationale 2025. Alors, docteur Giron, on a déjà pas mal de choses dans une première partie. Je voudrais démarrer cette deuxième partie par une question. Alors je crois que je l'ai déjà un petit peu annoncé en fin de première partie, mais le suicide, est-ce que c'est encore un sujet tabou aujourd'hui dans notre société? Oui, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même en introduction, c'est que c'est un sujet grave et c'est un sujet dont on a du mal à parler. Donc oui, c'est un sujet tabou. Parler du suicide, c'est tabou. Il y a peu d'émissions, il y a peu de sujets dans les médias qui osent traiter du suicide. On reste, dans la grande majorité des cas, mal à l'aise avec le sujet. Alors à ça, il y a plein de raisons. Hein. La première raison, c'est que jusqu'à il y a pas si longtemps, le suicide, c'était pas un problème de professionnels de santé, ni même de soignants. C'était un problème de la justice, un problème qui était traité par la justice, par la religion. C'était un problème moral. C'était pas un problème de santé. Et ça, je pense qu'il y a encore des restes de ça. Hein. On ne parle pas de ça. C'est la première chose. Le suicide, est-ce que c'est Oui. Non, j'allais demander, ça reste tabou également dans le cercle familial, dans le cercle des amis. Oui, alors déjà il y a le côté, est-ce que le suicide c'est bien, c'est mal, donc ça c'est l'aspect moral duquel il faut vraiment se dégager. Et puis il y a aussi une idée reçue, hein, c'est beaucoup de gens
pense encore que parler du suicide à quelqu'un, ça peut l'encourager à passer à l'acte. Donc la réponse elle est simple, hein. Comme on n'a pas envie d'encourager les gens à passer à l'acte, on n'en parle pas. Donc on le passe sous silence. Donc il vaut mieux ne pas en parler. Sauf que dans la réalité, parler du suicide à quelqu'un qui n'a pas d'idée de suicide, ça va pas lui donner l'idée. Par contre, parler de suicide, enfin demander à une personne qui souffre si elle a des idées suicidaires, si elle en a effectivement, ça va être une occasion pour elle de s'ouvrir sur sa souffrance et de se sentir moins seule avec sa souffrance et de solliciter de l'aide et d'en obtenir. Donc ça a un effet vertueux de parler du suicide aux personnes avec les personnes. Alors justement, nous aujourd'hui on en parle donc sans tabou, on va essayer d'aller au bout des choses dans le temps qui nous est imparti justement une des questions que je voulais vous poser, on en a parlé un petit peu en préparation de cette émission, mais comment est-ce qu'on interprète cet acte ultime, je sais pas comment le dire autrement parce que c'est vraiment l'acte ultime de penser à ça et de passer à l'acte. Comment est-ce qu'on doit l'interpréter ? Comment est-ce qu'on doit l'interpréter ? Aujourd'hui, le suicide, le passage à l'acte suicidaire, c'est pas une question de choix, c'est pas une question de liberté, c'est pas une question d'égoïsme, c'est pas une question d'altruisme, c'est pas une question de bien, c'est pas une question de mal, c'est une question de désespoir. Le suicide, le passage à l'acte suicidaire, c'est c'est la décision que prend une personne qui est confrontée à une grande souffrance, à un grand désespoir et qui n'arrive pas à s'imaginer que sa souffrance va pouvoir prendre fin. Or, on sait que dans la grande majorité des cas, c'est à un moment de leur vie qu'elles ont ce désespoir, mais juste elles sont à un moment où elles n'arrivent plus à concevoir qu'elles vont pouvoir s'en sortir, à imaginer, à élaborer une issue satisfaisante pour sortir de cette souffrance et de ce désespoir. Alors, quand on parle de suicide, forcément, il y a l'impact sur la personne qui a ses pensées suicidaires et qui tente de passer à l'acte. Il y a également d'autres impacts qui sont plus, je dirais, collatéraux. Et là, on parle de l'entourage. Quel impact peut avoir sur l'entourage ce type d'acte, le suicide? Le premier impact, c'est l'incompréhension. Enfin, selon aussi l'issue du geste suicidaire, quand une personne fait une tentative de suicide mais qu'elle survit à son geste, il va y avoir quand même une remise en question de l'entourage. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir accompagner. Prendre en charge une personne qui a fait une tentative de suicide, c'est aussi prendre en charge les personnes avec qui elle vit, avec qui elle interagit, parce que ces personnes sont en général disposées à l'aider, encore faut-il savoir les aider à aider. Ça c'est voilà. Mais par contre, quand malheureusement l'issue du geste suicidaire est le décès de la personne, ça laisse des personnes endeuillées par suicide. Donc ça c'est des victimes aussi. C'est une situation. Alors le deuil n'est pas une maladie, mais le deuil par suicide est un deuil extrêmement douloureux, extrêmement difficile, à tel point que il y a des interventions spécifiques qu'on appelle la postvention qui sont proposées pour les endeuillés par suicide, pour les aider à limiter les complications liées au deuil, qui peuvent aller de la dépression jusqu'à elles-mêmes avoir des conduites suicidaires. Pour parler du tabou, comme on disait tout à l'heure, restons sur ce sujet. Il faut savoir que même si c'est un sujet dont on parle très peu, les études les plus récentes montrent que plus de 20% des personnes ont été ou seront exposées à un suicide au cours de leur vie. Plus d'une personne sur 5 sera exposée à un suicide, c'est-à-dire dans son entourage, parfois très proche, parfois moins proche, et 4% seront exposés au sein même de leur famille. Donc 4% des personnes perdront un très très proche par suicide. Et pourtant, c'est un sujet qui reste difficile à aborder alors que c'est pas banal le suicide, mais c'est fréquent. C'est sûr que c'est pas banal. Et comme vous l'avez dit, c'est pas facile de l'aborder. Alors nous, on a que 30 minutes pour l'aborder, donc on va essayer de briser un peu ces tabous. Justement, j'ai pris quelques clichés. Vous allez me dire s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. On y va. Le premier cliché: les personnes suicidaires ne veulent pas mourir. C'est vrai, aussi étonnant que ce soit. Les personnes qui pensent au suicide ne veulent pas vraiment mourir. Les personnes qui pensent au suicide veulent arrêter de souffrir. Elles veulent arrêter de souffrir et elles n'arrivent pas, du fait de l'intensité de leur souffrance et du fait de leur vulnérabilité,
n'arrive pas ou du fait du manque ou de l'absence ou du manque de perception de l'aide disponible, elles n'arrivent pas à s'imaginer une issue pour que leur souffrance s'améliore et prenne fin, et donc la seule perspective qu'elles peuvent imaginer pour mettre fin à leur souffrance, c'est de se suicider. Mais jusqu'au bout, si ces personnes-là, on peut leur proposer une autre issue, elles seront en capacité, elles peuvent être en capacité de se désengager du suicide et d'être aidées. Encore faut-il pouvoir les repérer, les accompagner, les aider efficacement. D'accord. Alors, deuxième affirmation, vrai ou faux, c'est vous qui allez me le dire. Le suicide n'est pas une question de lâcheté ni de courage. Absolument pas. C'est un jugement moral que chacun est libre d'avoir sur le suicide. Moi, je fais pas de jugement, mais ce qu'on sait, c'est que c'est surtout une question de désespoir. Le passage à l'acte suicidaire, plus qu'une question de courage ou de lâcheté, c'est souvent une question d'accès aux moyens. C'est-à-dire qu'une personne qui pense énormément, qui est en crise suicidaire aiguë, qui est vraiment en souffrance majeure, l'accès à un moyen de se suicider ou le non-accès à un moyen de se suicider peut faire une grande différence. Et nous, on milite beaucoup, enfin on milite pas, on fait en tant qu'intervenant de crise tout notre possible pour réduire l'accès aux moyens pour les personnes en crise suicidaire. Alors, nouvelle affirmation, les idées suicidaires ne viennent pas toujours avec des troubles de santé mentale. C'est l'absence de troubles de santé mentale chez une personne qui fait une tentative de suicide, c'est l'exception. Je vais pas vous dire que ça existe pas. C'est l'exception alors. Oui. Je vais pas vous dire que ça existe pas parce qu'en médecine, dire que quelque chose n'existe pas, on se trompe. Bon, c'est vrai que c'est pas très scientifique. mais en tout cas, c'est l'exception. La règle, dans 9 fois et demi sur 10, c'est que la personne qui fait un geste suicidaire montre des signes, des symptômes évocateurs d'un problème de santé mentale, d'une dégradation de sa santé mentale dans les jours ou les semaines qui précèdent la tentative de suicide, avec d'ailleurs très souvent dans la semaine qui précède le geste suicidaire une consultation chez son médecin traitant. Et ce n'est pas forcément chronique. Non, ça par contre, effectivement, ça reste dans la grande majorité des cas, ça évolue sous forme de crise, c'est-à-dire qu'il y a une période qui précède la crise où la personne est vulnérable, où il y a une accumulation de facteurs de stress, un peu comme un vase qui se remplit de gouttes d'eau, et à un moment il y a une goutte d'eau qui va venir faire déborder le vase. Mais si on arrive à écoper le vase déjà avant que ça déborde, on arrive à éviter le geste suicidaire, et après cette phase de crise, on peut continuer à aider la personne à écoper. Mais la personne qui est en crise suicidaire a besoin d'être aidée, elle ne peut pas s'en sortir toute seule. Alors, dernier cliché à faire sauter, enfin on le fait sauter ou pas, c'est vous qui allez me dire. Une personne qui parle de suicide, de se suicider, ne veut qu'attirer l'attention. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Une personne qui parle de suicide, ça mérite notre attention. Déjà, ça mérite l'attention. Ça justement. mérite notre attention, parce que il y en a certaines qui, ça peut être effectivement une façon, pas forcément à droite, mais une façon de demander de l'aide, parler de suicide. Et donc ça doit attirer sur la souffrance psychique de la personne et encourager à apporter de l'aide. Alors justement, on en a fini avec ce vrai ou faux, mais ça me permet de rebondir sur la question suivante. Est-ce que le passage à l'acte peut-il être évité ? Oui, dans la grande majorité des cas. C'est considéré comme une cause de mortalité évitable, donc ça sous-entend que ça peut être évité dans la grande majorité des cas avec une stratégie efficace, avec des stratégies efficaces et puis avec de l'aide et l'accompagnement adéquat, on peut faire en sorte qu'une personne en crise suicidaire ne fasse pas de tentative de suicide et se rétablisse. Donc là, j'imagine que ça demande un accompagnement particulier. Ça demande un accompagnement particulier, ça demande aussi des capacités pour repérer les personnes en souffrance, et ça demande aussi des moyens pour aider les personnes en souffrance. Tout se fait pas avec des bonnes volontés et des baguettes magiques, mais oui, une personne, quand on repère, dans la grande majorité des cas, il y a une dégradation de la santé mentale qui est plus ou moins apparente, donc il faut faire attention. Il y a des personnes qui sont en crise suicidaire et qui masquent activement leur souffrance psychique pour pas inquiéter leur entourage. Mais alors dans ce cas, c'est difficile de
le détecter? Parfois c'est difficile, oui. Parfois c'est difficile, et parfois les personnes dans leur famille arrivent à faire en sorte que ça se voit pas. Elles mettent le masque, comme elles ont tendance à dire. Elles mettent un masque pour faire comme si tout allait bien, même si parfois les familles arrivent quand même à dire il y a du changement, il y a des choses qui sont pas comme d'habitude, il y a des choses inhabituelles. Mais parfois c'est au travail que ça marche plus, que les personnes n'arrivent plus à fonctionner, et c'est les collègues qui s'alertent. Alors justement, comment est-ce qu'on doit réagir dans ce cas-là, si on arrive à détecter des petits changements qui nous laissent penser que quelque chose ne va pas? Comment est-ce qu'on doit réagir? En fonction de nos moyens, ça c'est très important. On ne va pas au-delà de nos moyens. Mais ce que tout le monde peut faire, c'est ouvrir le dialogue. En fait, c'est ne pas fuir le dialogue, ne pas laisser la personne. C'est essayer de comprendre ce qui lui arrive, de comprendre la souffrance, et de proposer de l'aide. Alors justement, quand on parle d'aide, je vais en arriver, donc il nous reste quelques minutes. On va forcément en arriver à parler du centre Charles Perrins. Comment est-ce qu'on intervient? Comment est-ce qu'intervient le centre Charles Perrins? Alors le centre hospitalier Charles Perrins, c'est pas l'endroit où vont toutes les personnes qui ont des idées suicidaires. C'est important de le dire, même si on a un rôle important à jouer là-dedans, mais on intervient dans une chaîne auquel peuvent participer les proches, les professionnels de première ligne, les soignants de première ligne, les médecins traitants, les intervenants du social, du médico-social, de l'associatif, les bénévoles, les collègues de travail. Voilà, tout le monde peut intervenir. Nous, à Charles Perrins, on intervient avec 3 types de structures. Déjà, on est un hôpital spécialisé en psychiatrie, donc on prend en charge des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques parfois sévères, et donc particulièrement à risque vis-à-vis du suicide pour certains, dans les centres médico-psychologiques, dans les services d'hospitalisation, dans les centres ressources, dans les centres experts. On prend en charge des personnes parfois très à risque, et on les aide à se rétablir, mais on a également des structures qui sont spécialement dédiées à la prise en charge et à la prévention du suicide. Le 3114, le numéro national de prévention du suicide, qui existe depuis 2020 maintenant, qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui permet à des personnes en souffrance, mais aussi à leurs proches, à un professionnel qui s'inquiète pour un de ses usagers, ou aux endeuillés par suicide, d'avoir un professionnel de santé spécifiquement formé, spécifiquement mobilisé pour faire de l'évaluation, de l'écoute, de l'orientation et de l'intervention autour de toute problématique suicidaire. Ça, c'est le 3114. On a également le dispositif Vigilance, qui est un dispositif téléphonique qui est chargé de maintenir le contact avec des personnes qui sortent de l'hôpital après une tentative de suicide pendant une période de quelques mois. Et enfin, on a une consultation pour les proches endeuillés par suicide, une consultation avec de psychiatres ou de psychologues, ou les deux, pour accompagner pendant l'année qui suit le décès par suicide d'une personne, pour accompagner ses proches et pour éviter les complications. Très bien, donc on rappelle le numéro encore une fois, 3114, un numéro très important, donc n'hésitez pas à l'utiliser en cas de besoin. C'est le premier maillon de la chaîne, ce numéro? C'est un numéro universel, effectivement, donc ça peut être le maillon de la chaîne. Il faut pas hésiter à s'en saisir, et les personnes vont aider à faire pas le filtre, mais en tout cas à orienter vers les ressources appropriées, qui seront pas forcément les urgences psychiatriques. Ça peut être orienté vers un médecin de première ligne, orienté vers n'importe quelle ressource d'aide. On n'imagine pas toutes les aides qu'on a à disposition, et quand on est en crise suicidaire, on les perçoit encore moins. Or, souvent elles existent. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Dr Giron, d'être venu aujourd'hui dans nos studios pour parler de ce sujet. On le redit encore une fois, un sujet grave qui est le suicide. Merci également au centre Charles Perrins de réaliser avec nous cette série d'émissions. Donc pas une série au cours des prochaines semaines, mais qu'on va mettre en place au fur et à mesure du déroulé de notre saison, et qui redémarrera également à la saison prochaine en septembre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Santé et Société. D'ici là, portez-vous bien.